À la fin de cette vidéo, chacun d'entre vous, qui que vous soyez, devrait être capable de souder deux pièces de métal ensemble, même si vous partez de zéro et avec un budget d'une centaine d'euros à peine. Salut à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui ce sera une vidéo plutôt longue et bien détaillée qui va vous permettre de débuter en soudage à l'arc MMA et de connaître tous les points importants pour réussir. J'ai déjà une vidéo sur le sujet que vous êtes nombreux à avoir appréciée et comme il y avait pas mal de questions ou de choses mal comprises ou mal interprétées, on va essayer de reprendre chacune des étapes et d'apporter du nouveau, en expliquant avec des mots simples pour aider les débutants à s'en sortir. Je vous conseille vivement d'être attentif à la partie questions-réponses parce que vous apprendrez forcément des choses. J'ai extrait les questions les plus pertinentes parmi les plus de 700 commentaires de cette fameuse vidéo. Et si vous suivez bien chaque conseil et les appliquez, vous devriez être capable de faire vos premières soudures sur acier, plus ou moins belles, dans votre garage et en sécurité. On va parler du matériel nécessaire pour souder et pour se protéger. D'ailleurs, je vous donnerai l'accès à une page qui résume toutes les infos importantes de cette vidéo, puisqu'il y en aura pas mal, et qui liste plusieurs liens vers du matériel bien réputé, en fonction de si vous préférez acheter pas cher, acheter français, ou vous tourner vers des grandes marques de soudage. On va aussi expliquer rapidement comment fonctionne un poste à souder, ça vous permettra de comprendre comment il est possible de souder du métal juste avec de l'électricité. Ensuite, on va détailler toutes les étapes et la technique pour vous mettre à l'œuvre depuis votre garage et faire vos premiers essais. Et enfin, on terminera avec le question-réponse pour vous apporter encore de la clarté. Prenez un verre, des petites croustilles, posez-vous confortablement et on commence avec la première étape. Pourquoi souder à l'arc MMA? Déjà, vous devez savoir qu'il existe 4 procédés de soudage électrique, qui sont les plus couramment utilisés par les amateurs bricoleurs. Un procédé de soudage, c'est quoi? C'est simplement un moyen matériel lié à une méthode qui va permettre la soudure de deux éléments. Donc en gros, pour souder en tant qu'amateur, on a souvent le choix entre 4 méthodes qui demandent un matériel et une technique spécifique, même si dans l'ensemble, ils ont beaucoup de choses en commun. La méthode de soudage à l'arc MMA, qui est le sujet de cette vidéo, est donc un de ces 4 moyens de parvenir à souder du métal. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu, vous l'utilisez vous-même, l'expression souder à l'arc, que beaucoup utilisent pour parler du soudage avec des électrodes enrobées. Et qui ne veut pas dire grand chose, car finalement, il y a plusieurs procédés qui utilisent un arc électrique. Donc pour être plus juste, quand on parle du soudage avec électrode enrobée, on peut dire souder à l'arc MMA, souder au MMA ou souder à l'électrode enrobée. Et pourquoi choisir le MMA plutôt qu'un autre? Tout simplement parce que sur les 4 procédés que sont donc le MMA, le fil fourré sans gaz, le TIG et le MIG-MAG, vous avez le MIG-MAG et le TIG qui ont besoin d'un apport de gaz de protection pendant le soudage. Et ce gaz a un coût trop élevé pour la majorité des amateurs. Il reste donc le fil fourré sans gaz ou le MMA qui sont assez équivalents niveau prix, le MMA étant le plus répandu chez les particuliers, même si la soudure au fil fourré se démocratise pas mal. On ajoute à ça le fait que les postes à souder MMA ont maintenant un format très réduit et on se retrouve avec des appareils faciles à transporter et à stocker chez soi. Donc ok, on sait pourquoi on va souder à l'arc MMA, mais quel matériel il faut pour y parvenir et pour être en sécurité? C'est notre deuxième étape et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de casser la tirelire pour pouvoir souder en sécurité. La première chose à savoir, c'est qu'en soudure, vous ne devez pas laisser la moindre partie de votre corps à nu. Le soudage émet un rayonnement UV nocif pour la peau et les yeux, bien pire que le soleil. Alors on a tous expérimenté ou au moins vu quelqu'un souder les bras nus sans veste, mais c'est quelque chose qui à long terme peut favoriser des cancers. Et comme on a déjà bien assez de moyens d'en développer, on se protège correctement. Une paire de chaussures de sécurité, si possible avec une languette en cuir rabattable, qui évitera aux projections de métal chaud de venir vous chatouiller les orteils. Un bleu de travail 100% coton avec manches longues et pantalon fera très bien l'affaire. Pourquoi 100% coton? Eh bien parce que les fibres polyester par exemple peuvent fondre et engendrer des brûlures sévères. Si vous voulez réduire le budget au max, un vieux jean peut faire l'affaire à condition que ce soit du vrai jean 100% coton et qu'il ne soit pas troué de partout. Des gants en cuir épais, un masque respiratoire comme celui-là qui est top, car peu encombrant, pour éviter de respirer les fumées dégagées par le soudage. J'ajouterais même, si vous pouvez avoir une ventilation qui permet d'amener les fumées vers l'extérieur de votre garage, c'est vraiment le mieux. Des protections auditives, car soudage rime avec meulage et donc bruit strident. Et enfin, élément de protection principal et obligatoire, le casque de protection des yeux.
appelé aussi masque ou cagoule de soudage. Des casques, il en existe plusieurs types. Je vous conseille d'en prendre un qui s'obscurcit automatiquement quand il détecte l'arc électrique. Ce sera plus pratique pour bien vous positionner et vous pouvez en trouver à partir d'une vingtaine d'euros. En tout cas, je vous déconseille ce genre de masque, fourni avec les postes à souder, peu pratique et qui mobilise une main pour rien. Si vous ne savez pas trop quoi prendre, n'oubliez pas que je mets à disposition une page récapitulative que vous pouvez consulter, sur laquelle vous trouverez tous les liens vers le matériel conseillé dans cette vidéo. Vous trouverez cette page dans la description et aussi dans les premiers commentaires sous cette vidéo. Maintenant que vous avez votre équipement de protection, il vous faut un poste à souder. Ce poste, soit vous devez l'acheter, soit vous en avez peut-être déjà un qu'on vous a donné. Dans tous les cas, il y a quelques infos importantes à connaître à ce sujet. Il faut déjà que vous sachiez qu'il existe deux types différents de postes à souder MMA. Vous avez les postes appelés shunt et ceux appelés inverters. Pour faire très simple, les postes shunt prennent le courant alternatif de votre prise de courant et restituent un courant alternatif pour souder. Et les postes inverters prennent le courant alternatif à la prise de courant pour restituer un courant continu. En pratique, qu'est-ce que ça change? Les postes shunt offrent un courant moins stable, avec un amorçage de l'électrode plus difficile, les postes sont plus lourds, plus bruyants, et le réglage d'intensité est moins précis. Les postes inverters, eux, permettent un arc plus stable, une intensité réglable électroniquement et avec précision, un amorçage plus simple et un poids de l'appareil bien plus réduit. Donc pour aller droit au but, vous avez tout intérêt à acheter un poste inverter qui vous évitera quelques galères. Et pas de panique, si vous êtes déjà équipé avec un poste à shunt et que votre budget ne permet pas de changer, il est tout à fait possible de souder avec un poste shunt. C'est juste un peu plus difficile à prendre en main. Mais alors comment on reconnaît si notre poste est à shunt ou inverter? C'est assez visuel. Les postes à shunt n'ont pas la possibilité de démonter la pince de masse et le porte-électrode pour changer la polarité. C'est normal, il n'y a aucun intérêt, puisqu'il délivre un courant alternatif, la polarité change donc en permanence. Autre moyen visuel, c'est de regarder le réglage d'intensité sur un poste inverter. Vous avez soit un écran numérique qui vous donne l'intensité, soit un petit potentiomètre circulaire avec une graduation en ampères. Sur un poste à shunt, c'est quasiment toujours une grosse molette triangle centrale qui permet juste d'augmenter ou baisser sans graduation quelconque. Donc ok, on essaye de privilégier un poste inverter, mais quelle puissance choisir et quels autres critères sont importants? Pour la puissance, en tant qu'amateur, vous souderez probablement rarement au-delà des 120 A. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un poste d'une puissance max de 120 A. Si vous soudez souvent à cette intensité, ça reviendrait à acheter une Smart pour rouler à 150 tout le temps. Bon, déjà c'est interdit, mais surtout elle risque de pas aimer à long terme. C'est pareil pour le poste à souder, il vaut mieux avoir une capacité supérieure pour avoir de la marge et qui tienne mieux dans le temps. Je conseille toujours d'avoir un poste de 160 voire 200 A max pour être tranquille. Bien sûr, si vous pensez n'avoir qu'à souder des épaisseurs de 5 mm ou moins, alors un poste 120 A pourra tout à fait convenir. Autre critère important à regarder sur un poste à souder MMA, c'est la tension à vide. C'est ce qui va déterminer si l'amorçage de l'arc se fera correctement et surtout si vous arriverez à amorcer certains types d'électrodes enrobées, comme les électrodes à enrobage basique par exemple. On parlera plus en détail des électrodes juste après, pas d'inquiétude. Cette tension à vide, elle est notée U0 sur les postes. Il faut qu'elle soit au minimum de 40 à 50 volts pour les électrodes rutiles, qui sont celles les plus utilisées en tant qu'amateur. Et quand on souhaite utiliser des électrodes inox ou basiques, il faut en général 60-70 volts pour amorcer correctement. Enfin, la dernière chose à regarder, c'est les options d'aide au soudage. Vous verrez parfois écrit Hot Start, Arc Force, Anti-Sticking. Ces technologies d'aide, je détaille leurs fonctions dans cette vidéo. Mais en gros, c'est sympa de les avoir parce qu'elles peuvent vraiment faciliter le soudage, notamment pour l'amorçage et le maintien d'une fusion régulière. J'aurais pu vous parler aussi du facteur de marche qui définit combien de temps d'affilée vous pouvez souder avec un poste avant qu'il se mette en sécurité pour surchauffe et donc devoir attendre qu'il refroidisse quelques minutes. Mais finalement, avec le temps, je me rends compte qu'il est très rare en tant qu'amateur de se faire embêter par ça. Puisqu'en soudage, il y a toujours des pauses régulières de quelques minutes entre les soudures. Le temps de nettoyer, de se replacer ou de préparer l'assemblage suivant. Donc finalement, le facteur de marche, c'est pas un critère absolument primordial. Niveau prix, on trouve maintenant des postes tout à fait corrects à partir de 50-60 €, voire un peu plus en fonction des marques et des capacités. Là aussi, je vous donnerai des pistes dans la fiche récapitulative que vous pourrez télécharger. Donc pour le choix du poste, on privilégie un poste inverter, si possible avec au moins 140-160 A, une tension à vide U0 de minimum 50 volts, voire 60-70 pour être plus polyvalent,
Et si des technologies comme Hot Start, ArcForce et Anti-Sticking sont présentes, c'est encore mieux. On a notre équipement de sécurité, notre poste à souder, mais un poste à souder MMA sans son métal d'apport, c'est comme une moto sans ses roues. C'est pas très utile. Et oui, puisqu'en soudage à l'arc MMA, votre métal d'apport, appelé électrode enrobée, sert aussi bien à alimenter la zone de fusion, puisqu'elle apporte de la matière quand elle fond, qu'à transmettre l'arc électrique nécessaire pour créer la fusion. Alors comment savoir ce qu'il vous faut comme électrode ? Déjà, il est important de comprendre de quoi est faite une électrode enrobée et quelles sont toutes ses fonctions. Son âme, au centre, est en métal, généralement du même métal que celui de vos pièces à assembler, ou en tout cas compatible métallurgiquement, et autour de cette âme est collé un enrobage constitué d'une poudre qui contient plusieurs éléments. Cet enrobage, il sert à quoi ? Il est absolument déterminant dans la réussite de la soudure. Il protège la soudure de l'oxygène ambiant qui est nocif à la fusion, en créant une couche de protection qui vient se déposer en surface de la soudure. C'est le fameux laitier qu'on vient briser une fois la soudure terminée. L'enrobage permet aussi la bonne qualité de la fusion et la transmission de l'arc électrique. Et il a même le rôle de maintenir, voire d'améliorer les caractéristiques mécaniques du joint de soudure. En gros, il aide votre soudure à avoir une résistance proche de celle du métal que vous assemblez. Donc vous devez bien comprendre que ce qui se passe dans la zone de fusion, qu'on appelle bain de fusion, c'est de la chimie assez pointue, et c'est pour ça qu'en soudage, chaque élément, chaque geste a son importance, et pour bien réussir, rien ne doit être laissé au hasard. Mais si vous suivez cette vidéo, c'est que vous l'avez un minimum compris. Alors on sait à quoi sert l'électrode et de quoi elle est faite, mais ça ne nous dit pas lesquelles choisir. On peut déjà parler du diamètre, car il en existe plusieurs. Les plus courants sont 1,6 mm, 2 mm, 2,5, 3,2 et 4 mm. Le diamètre se mesure au niveau de l'âme et non pas de l'enrobage. C'est pas utile d'avoir tous les diamètres d'électrode, moi je soude quasiment tout le temps avec un diamètre 2,5 mm. Mais pour pouvoir souder un peu toutes les épaisseurs, ça peut être pas mal de commencer avec un étui d'électrode en diamètre 2 mm et un étui en diamètre 3,2 mm pour les épaisseurs plus importantes. Je vous ai mis aussi un tableau qui vous donne quel diamètre d'électrode choisir pour quelle plage d'épaisseur. Ce sera dans la fiche explicative à télécharger. Ensuite, 3 catégories d'électrodes sont les plus connues, mais une seule couvre probablement 99% des besoins d'un amateur. Les catégories dont je parle sont des catégories d'enrobage. Le premier, c'est l'enrobage rutile. Le deuxième, c'est l'enrobage basique. Quand on dit basique, ça ne veut pas dire standard. On parle de l'opposé d'acide. Et le troisième, c'est l'enrobage cellulosique. Il en existe d'autres, mais ça vous donne déjà les grandes lignes. Et comme je disais, pour un amateur, avec des électrodes à enrobage rutile, vous couvrirez 99% de vos besoins. Peut-être qu'un jour vous aurez besoin de basique si vous soudez des grosses épaisseurs d'acier et que vous avez besoin d'une résistance mécanique importante, pour des ouvrages liés à la sécurité par exemple, mais en tant qu'amateur, c'est plutôt rare. Surtout qu'elles demandent des précautions particulières car sensibles à l'humidité et sont moins simples à utiliser. Donc vous pouvez retenir de tout ça qu'il vous faut des électrodes à enrobage rutile. Et comment savoir si ce sont des rutiles, puisqu'il n'est pas facile de les distinguer visuellement? Eh bien il y a un système de codification. Et on va faire simple pour que ça reste facile à comprendre. Si vous voulez souder de l'acier, vous achèterez des électrodes rutiles qui seront notées E6013. Pour l'inox, c'est un autre système de codification. Vous verrez généralement noté 316L, 308L ou 304L. Donc pour les électrodes, on retient qu'il faut d'abord choisir un diamètre qui convient aux épaisseurs que vous allez souder. Et enfin, choisir le type d'électrode compatible avec le métal que vous envisagez de souder. Pour l'acier, des rutiles 6013, pour l'inox, 308, 316L, etc. D'ailleurs, ça nous amène à parler des métaux qui sont soudables ou non à l'arc MMA. Les aciers, on l'a dit, c'est possible. L'inox, on l'a dit aussi. La fonte est également soudable au MMA, j'en parle dans cette vidéo. Le cuivre ou laiton, n'envisagez même pas cette option. Et l'aluminium, je conseille pas non plus, j'ai testé dans cette vidéo si ça vous intéresse. Il y a d'autres procédés bien plus intéressants et efficaces pour souder l'aluminium. Bon, on a déjà bien progressé, normalement les plus motivés sont encore là. À ce stade, on sait pourquoi on a choisi le procédé MMA, on sait quel équipement de protection il nous faut, on sait comment choisir notre poste à souder, avec le métal d'apport qui va bien, les fameuses électrodes enrobées. On sait aussi quels métaux on peut assembler avec ce procédé, et il nous reste à savoir comment fonctionne le circuit de soudage, pour entre autres savoir si on risque l'électrisation ou pire l'électrocution, comment brancher tous les éléments pour avoir la bonne polarité,
Et puis, ce qui vous intéresse le plus, l'aboutissement de toutes ces étapes, comment bien préparer et souder deux pièces de métal ensemble. Alors, le soudage, comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a danger? Pour pouvoir souder deux morceaux d'acier entre eux, il faut amener le métal à sa température de fusion pour qu'il devienne liquide et que les deux pièces se joignent. Le métal d'apport vient ensuite apporter de la matière à l'ensemble pour assurer la bonne résistance. L'acier fond à environ 1500 degrés, donc il faut pas mal d'énergie concentrée pour obtenir cette fusion. C'est possible à la flamme, grâce à un chalumeau oxyacétylénique par exemple, mais la chaleur est plus diffuse. Et c'est possible aussi avec un arc électrique, c'est la méthode utilisée par notre poste MMA. Pour faire simple, le courant alternatif arrive depuis la prise de courant jusqu'au poste à souder. Le poste se charge de le transformer, redresser, lisser pour sortir un beau courant continu, stable, avec une tension adaptée au soudage. Ensuite, sur le poste à souder est branché un porte-électrode et une pince de masse. La pince de masse doit être reliée à la pièce, soit directement dessus, soit indirectement par le biais d'un autre élément conducteur. C'est ensuite le contact de l'électrode enrobé sur la pièce qui va permettre de fermer la boucle et de générer l'arc électrique pour souder. Le poste est équipé d'un bouton de réglage pour choisir l'intensité idéale en ampères, en fonction, entre autres, de l'épaisseur que vous souhaitez souder. Sur un poste MMA inverter, vous avez une polarité, une borne positive et une négative. Si vous branchez le porte-électrode sur le négatif et la masse sur le positif, vous êtes en polarité directe, qu'on appelle aussi DCEN pour Direct Current Electrode Negative en anglais. Et oui, car si vous ne le savez pas, le sens réel des électrodes c'est du moins vers le plus, malgré que le sens conventionnel ait été historiquement défini du plus vers le moins, ce qui explique parfois les incompréhensions de certains. Et donc, si vous branchez le porte-électrode sur le plus et la masse sur le moins, vous êtes en polarité inverse, également appelée DCEP pour Direct Current Electrode Positive. Mais alors pourquoi vouloir changer les branchements de polarité? Eh bien parce qu'en fonction des électrodes enrobées que vous utilisez, parfois vous devrez vous brancher en polarité inverse, c'est-à-dire avec l'électrode au positif. Je pense entre autres aux électrodes pour l'inox ou celles à enrobage basique. Donc à retenir, c'est votre paquet d'électrodes qui vous indique la bonne polarité du porte-électrode. Si vous n'avez plus le paquet, sachez que pour l'acier avec des électrodes Rutil 6013, ce que la majorité d'entre vous utiliserez, on doit brancher le porte-électrode au négatif pour une polarité directe. Maintenant qu'on a branché la pince de masse et le porte-électrode, et vu qu'on est sur un circuit électrique, vous voulez peut-être savoir s'il y a danger. Comme n'importe quel outil, si vous prenez la sécurité à la légère, il peut y avoir danger. C'est pareil avec une scie circulaire, c'est pareil avec un sèche-cheveux proche d'un lavabo, et c'est pareil avec une voiture. En soudage, si vous avez votre équipement de protection et des bons gants de soudure épais en cuir, vous éliminez tous les risques électriques, à condition bien sûr de ne pas travailler sous la pluie et de ne pas avoir son équipement mouillé. On reparlera plus en détail de quelques situations liées à la sécurité dans la partie questions-réponses. Ça y est, on va enfin passer à la pratique. Et pour ça, il y a une partie que vous ne devez négliger sous aucun prétexte, c'est la préparation des pièces à souder. Sachez qu'elle est au moins responsable à 50% de la réussite de votre soudure. La préparation, c'est quoi? Ça commence déjà par le fait de réaliser des coupes propres pour avoir un assemblage ajusté et éviter d'avoir un jeu irrégulier. Parce qu'il faut bien comprendre que si d'un côté vous êtes en contact et de l'autre vous avez ne serait-ce qu'1 mm de jeu, eh bien vous n'aurez pas la même pénétration dans l'épaisseur et donc pas la même régularité entre un côté et l'autre, ce qui risque de poser des problèmes de résistance. Sur une faible épaisseur, vous pourriez même passer plus facilement au travers et faire un trou. Avec un assemblage ajusté, vous partez donc avec un gros avantage. Ensuite, cette liaison entre les deux pièces à souder, il faut la nettoyer. On appelle ça blanchir. Car la plupart des métaux sont recouverts d'une couche d'oxyde, soit naturelle, soit issue du laminage déprofilé, et pour que la soudure se fasse correctement, on doit nettoyer la surface. On le fait généralement à la meuleuse, avec disque à ébarber ou à lamelle, et c'est vraiment un point important en soudage. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de souder si on oublie cette étape, mais ça peut engendrer un gros manque de résistance de la soudure, ou générer une porosité qui fait comme des petites bulles dans la soudure. Il faut blanchir du côté où vous allez souder, mais aussi sur la tranche et au verso, car sinon vous pourriez avoir des impuretés ou inclusions qui remontent dans le bain de fusion. 2 mots sur les chanfreins. En général, on commence à chanfreiner seulement à partir de 3 mm d'épaisseur. Pour ceux qui ne savent pas, chanfreiner, c'est le fait de biseauter les bords à souder dans le but de favoriser la pénétration de la soudure sur toute l'épaisseur.
Ça permet une soudure plus solide en évitant qu'elle soit juste en surface. Vous pouvez faire ça à la meuleuse en essayant de garder un angle régulier, pas trop ouvert sinon compliqué à remplir, ni trop fermé sinon mauvaise efficacité. Une fois l'acier blanchi, on va enfin pouvoir penser à l'assemblage. On bride nos pièces en position, mais si on commence directement à souder, on va vite regretter. Parce que lorsqu'on soude du métal, il se produit un phénomène appelé retrait. En gros, quand le métal devient liquide puis repasse à l'état solide, c'est comme s'il se contractait légèrement plus que d'origine. Ce phénomène engendre des déformations et peut aussi désaccoster vos pièces. Donc pour limiter ce problème, on commence par faire des petits points de soudure aux extrémités de l'assemblage pour le brider dans la position voulue. C'est ce qu'on appelle le pointage. Sur une soudure longue, c'est bien d'en faire un au milieu, puis à chaque extrémité, voire même parfois en ajouter à mi-distance. Et si possible au dos de la future soudure, ça permet d'avoir une petite précontrainte. Pour des tubes carrés, j'aime bien faire les points dans les angles. Il faut toujours faire le deuxième point à l'opposé du premier, en diagonale donc, ça évite que l'assemblage s'ouvre. Comment on fait pour faire un point de soudure? Déjà, on s'assure d'avoir notre pince de masse branchée et le poste allumé. Attention, dès que votre poste est allumé, le courant circule, donc gardez votre porte-électrode sur une zone isolée de l'endroit où vous avez mis votre masse. Une fois que tout est sous tension, il va falloir régler votre poste à souder, et il existe une formule qui va vous aider à faire un premier réglage. Cette formule, c'est le diamètre de votre électrode enrobée moins 1 que vous multipliez par 50. Je prends un exemple avec une électrode de 2,5 mm qui est un diamètre assez polyvalent. Ça donne 2,5 moins 1 égale 1,5, multiplié par 50 égale 75. Vous pouvez donc régler 75 ampères quand vous soudez avec une électrode de 2,5 mm. Et pourquoi c'est un premier réglage? Tout simplement parce que cette formule ne prend pas en compte l'épaisseur de métal à souder. Vous ne pouvez pas avoir le même réglage d'intensité si vous soudez une tôle de 2 mm ou une de 4 mm. Alors que vous pouvez très bien utiliser une électrode de diamètre 2,5 pour la tôle de 2 comme pour celle de 4. Donc cette formule devrait vous aider à vous faire une première idée et ensuite c'est en faisant des essais que vous ajusterez à la baisse ou à la hausse pour adapter l'intensité à l'épaisseur soudée. Et à force d'habitude, vous saurez presque naturellement quelle intensité régler pour chaque épaisseur. Sachant que pour le pointage, il est intéressant d'augmenter de 15 à 20% l'intensité car l'assemblage est encore froid et pour que les points soient bien solides et cassent pas pendant le soudage ou avant. Donc après avoir fait votre réglage, vous allez commencer à pointer pour brider votre assemblage. Le but est de venir gratter légèrement l'électrode à l'endroit où vous voulez pointer pour amorcer l'arc électrique. On essaye d'avoir un angle entre l'électrode et la pièce d'environ 60 à 80 degrés. Et ensuite, dès que l'arc se déclenche, l'électrode va commencer à fondre et on doit garder un petit millimètre entre électrode et pièce pour que la fusion se fasse correctement. On laisse fusionner pendant 2 bonnes secondes pour que le point prenne bien, puis on passe au suivant. Faites bien attention car comme l'électrode fond au fur et à mesure, vous devrez forcément faire un mouvement vers le bas pendant la fusion pour garder vos 1 mm entre électrode et pièce. En conditions réelles, ça donne ça. Alors vous verrez, si c'est votre première fois, ça peut être impressionnant, ça crépite, il y a une forte lumière et des projections un peu autour, mais d'un autre côté, on voit pas parfaitement ce qu'on fait, ça colle, l'arc se coupe, bref, rien de grave, c'est déstabilisant au début, mais tout à fait normal. Avec l'habitude, ça ira de mieux en mieux. Je vous montre quelques points avec différents angles de vue pour mieux vous rendre compte. Notre pointage est fait, l'assemblage est bien bridé, on va pouvoir se lancer dans le grand bain de soudure. Pour le soudage, on garde toujours notre angle d'inclinaison de 60 à 80 degrés par rapport à l'horizontale,
tout en étant parallèle au sens de la soudure. On fait en sorte de bien se caler pour pas trembler. Là, ça ne va pas, je tangue. On peut commencer par caler sa hanche contre l'établi si c'est possible, mais ça suffit pas. Si on peut se mettre en appui avec le coude ou le bras, c'est mieux. Par contre là, je manque d'amplitude pour faire ma soudure entière, donc je me replace pour être stable et précis du début à la fin de ma soudure. Il faut aussi prévoir que l'électrode va rétrécir, donc bien la positionner dans le porte-électrode pour pas être gêné. On place notre corps pour bien faire en sorte que notre soudure soit perpendiculaire à notre regard, afin de pouvoir souder d'un côté à l'autre et non pas d'avant en arrière. Ça permet de mieux voir ce qu'on fait. On amorce l'arc et on commence à souder. On avance toujours en tirant au MMA et on maintient bien notre distance de 1 mm environ entre électrode et pièce. Il faut essayer de s'habituer à avoir un œil sur le bain de fusion et un œil sur la direction à suivre. Pas besoin d'être un caméléon, c'est encore une question d'habitude. Quand on arrive à la fin, on retire d'un coup sec sa main pour couper l'arc. Bon, on est loin de la soudure parfaite, mais justement, vous voyez ici qu'il y a un beau cratère. Ce cratère, c'est ce qu'on appelle une amorce de rupture. Il peut donc être la source de fissure, puis de rupture. Il est apparu parce qu'au fur et à mesure du soudage, la pièce accumule beaucoup de chaleur, et quand on arrive au bord, ça a tendance à s'effondrer. Donc on arrête juste à temps, on nettoie, puis une fois la pièce refroidie quelques secondes, on refait un bon point de soudure pour terminer plus propre. Pendant que vous soudez, pour les débutants, il est préférable d'avoir l'électrode un peu trop proche de la pièce que trop éloignée. Et si jamais elle colle dans la soudure, faites juste un mouvement de poignet pour décrocher l'électrode, nettoyez un peu et réamorcez pour repartir. Pour la vitesse d'avance, vous verrez qu'on avance relativement doucement pour que la fusion puisse se faire correctement. Si je vous simule la vitesse d'avance, pour vous faire une idée, ça donne à peu près ça. Là aussi, chez les débutants, il y a une tendance générale à aller trop vite. Probablement parce que la lumière, les crépitements et les projections vous poussent à vous précipiter un peu. Parfois c'est la peur de percer, donc on accélère, mais si vous percez, c'est certainement plus votre réglage qui demande à être diminué un peu. Maintenant que vous avez les clés pour faire vos premiers pas en soudure MMA, et juste avant de passer à vos questions les plus posées, vous voudriez peut-être savoir comment on différencie une bonne soudure d'une mauvaise, et quel impact auront les éventuelles erreurs que vous allez faire sur votre soudure. Pour ça, je vous mets en vidéo un exemple que j'avais déjà publié, avec différentes soudures, dont une qui est bonne et les autres qui comportent des erreurs. Ça vous permettra de pouvoir vous baser sur quelque chose de visuel quand vous ferez vos essais. C'est parti, donc première soudure, je vais tout de suite en faire une bonne et je passerai ensuite aux erreurs. Essayez bien de repérer sur l'image la distance entre pièce et électrode, ma vitesse d'avance et de garder en mémoire le visuel du bain de fusion pour essayer de reproduire. Voilà, donc on a un cordon qui est ni trop bombé, ni trop plat, ni trop étroit, ni trop large, et plutôt régulier. Deuxième cordon avec l'électrode trop proche, voire même qui trempe dans le bain de fusion. La distance entre l'électrode et la pièce, ce qu'on appelle la hauteur d'arc, doit être un peu en dessous d'un diamètre de l'électrode. Avec mon électrode de 2,5, ma distance doit être d'à peu près 2 mm. Alors vous allez peut-être me dire que visuellement c'est correct, mais on voit quand même que c'est moins régulier, et surtout ça joue sur la pénétration, la largeur et donc la résistance de la soudure. Troisième cordon avec 7 fois trop de hauteur d'arc entre l'électrode et la pièce. Tu peux voir que c'est pas beau du tout, ça projette du métal autour, et en plus c'est pas du tout régulier ni pénétré. Quatrième cordon avec pas assez d'intensité.
Je suis à 60 A contre 75 pour la première soudure. Et là aussi, le résultat semble correct, mais le cordon est trop étroit et forcément moins pénétré dans l'épaisseur que le tout premier. Cinquième cordon à l'inverse avec trop d'intensité, j'ai réglé sur 100 A au lieu de 70. La soudure est trop plate, trop large et même creusée par endroits, ce qui aurait percé rapidement sur une tôle plus fine. Sixième cordon avec une avance bien trop rapide. On voit bien que le métal n'est pas déposé uniformément et que les pièces ne sont pas du tout fusionnées. Et enfin un dernier cordon avec une vitesse d'avance trop lente. Et là on observe que ça bourre du métal et donc on a un cordon très épais et très large, ce qui est inutile, surtout que sur plus fine épaisseur, ça pourrait amener à ce que le métal s'effondre et perce la tôle. Voilà, je te mets le résultat des 7 cordons pour que tu te rendes mieux compte des différences entre un correct et ceux qui ont des défauts. Essaye de garder cette image pour avoir une base de comparaison avec les tiennes, ça peut être utile. J'espère que cette partie visuelle vous aidera à tendre vers une soudure correcte. On passe maintenant à la dernière partie qui me paraît encore plus importante que le reste, puisqu'on va répondre aux questions les plus posées par d'autres débutants ou amateurs. Donc des questions que vous vous poserez sûrement aussi. C'est parti pour la première. Est-ce qu'on peut souder des tôles fines à l'arc MMA, de la carrosserie par exemple? Alors oui, c'est possible. Perso, j'ai déjà soudé de la 1 mm et moins, mais c'est vraiment pas le meilleur procédé pour ça. Vous vous demandez souvent si en prenant des électrodes plus fines c'est possible, mais plus l'électrode est fine, plus elle est souple et flexible, ce qui n'est pas pratique du tout. Et bien souvent, soit vous collez, soit vous percez. Au MMA, je dirais que 1,5 voire 2 mm d'acier pour un débutant, c'est déjà bien assez fin. Est-ce qu'on peut tenir l'électrode avec la main gauche en soudant pour stabiliser? Alors oui, on peut, avec des gants secs bien sûr, mais une astuce que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à être précis quand l'électrode est entière, c'est de la couper en deux. Attention juste à pas trop effriter l'enrobage, et sur le deuxième morceau, enlevez 2 cm d'enrobage pour assurer le contact dans le porte-électrode. À quel moment on doit changer l'électrode? Tout simplement quand vous arrivez au bout, elles sont faites pour. Est-ce qu'il y a un danger électrique si ma main touche entre la masse et l'électrode pendant le soudage? Alors comme on l'a dit, si vous avez vos gants cuir bien épais, et c'est ce que je vous recommande, il n'y a pas de risque. Mais en fait, même sans gants, vous ne risquez que très peu les chocs électriques, puisque le courant va toujours au plus rapide, et le plus rapide, c'est par la pièce ou l'établi. La seule possibilité de se prendre un choc électrique, c'est quand le courant n'a pas le choix de passer par vous, comme dans cet exemple, ou celui-là. Bref, pour être tranquille, mettez vos gants. Quand je soude, je fais des trous, que faire? Je vous renvoie vers cette vidéo qui traite du sujet en détail. Comment puis-je m'entraîner au mieux? Très simple, une tôle de 3 mm, des lignes espacées d'au moins 2 cm que vous pouvez marquer au disque à tronçonner pour mieux voir la direction en soudant, et vous faites vos essais. Je conseille une tôle de 3 mm parce que c'est une épaisseur pas trop fine, ça évite de percer à tout va, mais pas trop épaisse non plus, donc si votre intensité est trop haute, votre bain va quand même se creuser assez pour que vous compreniez que quelque chose ne va pas. Est-ce que le MMA permet de faire des soudures solides? Oui, c'est un procédé encore très utilisé en industrie, et les soudures sont très solides, mais seulement si elles sont faites correctement. Est-ce qu'on avance en poussant ou en tirant à l'arc MMA? Toujours en tirant. Les procédés qui produisent un laitier obligent à souder en tirant, sinon il y a risque d'inclusion de laitier dans la soudure. Pourquoi mon électrode colle tout le temps? L'électrode qui colle, c'est souvent un manque d'intensité. Ça peut être aussi une électrode trop grosse pour une épaisseur trop fine, par exemple vouloir souder de la 1,5 mm avec une électrode de 3,2 mm. Parfois aussi si vous soudez avec des électrodes 7018 à enrobage basique, ou des électrodes qui demandent une tension à vide trop importante pour le poste que vous avez. Ou tout simplement parce que vous n'avez pas assez gratté à l'amorçage, ou que vous avez trop bourré l'électrode dans le bain, ce qui réduit la tension et colle l'électrode. Faut-il absolument enlever le laitier après soudage? Oui, une fois la soudure refroidie, le laitier n'a plus d'utilité. Au contraire, si vous le laissez, il pourrait retenir l'humidité sur votre soudure et accélérer la corrosion. Donc on nettoie toujours minutieusement. Peut-on meuler la soudure à plat?
Oui, pour des raisons esthétiques, mais on perd un peu en résistance, donc attention. Comment conserver mes électrodes? Dans l'étui d'origine au sec, ou dans un sac hermétique ou du film alimentaire si vous ne vous en servez pas souvent. Pour les quelques personnes qui soudent avec des basiques, elles doivent être utilisées juste après ouverture de l'étui sous vide, ou être étuvées. Quel diamètre d'électrode utiliser, pour quelle épaisseur d'acier et avec quelle intensité. Je vous renvoie vers le tableau que j'ai mis à dispo dans la page récapitulative de cette vidéo qui donne une plage d'intensité par diamètre d'électrode avec la plage d'épaisseur que vous pouvez souder avec. Évidemment, c'est à titre indicatif parce que ce ne sont pas des infos qu'on peut donner avec précision tellement elles dépendent de nombreux facteurs. Est-ce que le MMA est bien pour fabriquer un portail? Alors oui, c'est parfaitement possible. J'ai fait cette vidéo qui vous aide à comparer les différents procédés de soudage. Est-ce qu'on peut souder l'inox à l'arc MMA? Oui, on l'a dit, c'est tout à fait possible. Par contre, faites extrêmement attention. Sur inox, le laitier éclate tout seul quand la soudure refroidit. Vous risquez des brûlures irréversibles en prenant un éclat dans l'œil. Donc lunettes obligatoires. Mais bon, dans tous les cas, peu importe le métal, les lunettes sont fortement recommandées. Mes soudures sont moches, que faire? Ce sera sûrement le cas au début. Il faut s'entraîner, essayer de voir si tous les gestes sont bien respectés. Notez les différentes valeurs des essais que vous faites, bien prendre son temps pour que la fusion se fasse correctement et surtout faire une préparation irréprochable. Attention aussi aux électrodes, pour avoir essayé les Parkside, je les recommande pas du tout. Le laitier se décolle mal, pourquoi? En général, si la soudure est bien réalisée et régulière, le laitier se décolle facilement. En assemblage d'angle, il peut être un peu plus tenace ou en fonction des électrodes utilisées. Dans tous les cas, il faut faire attention, car en débutant, c'est pas rare que la soudure ne prenne que sur un des deux bords. Et c'est le laitier qui comble le vide et vous donne l'impression que c'est soudé, alors que pas du tout. D'où l'importance de bien nettoyer le laitier et passer un coup de brosse métallique sur perceuse. Mon poste n'affiche pas les ampères, comment le régler? Sur certains postes, le réglage est gradué avec l'épaisseur conseillée, sur d'autres c'est en fonction du diamètre d'électrode, mais parfois sur des vieux postes, il n'y a aucune indication. Dans tous les cas, c'est les essais qui vont vous guider. Vous pouvez commencer par un réglage médian, sur une tôle acier de 3 ou 4 mm d'épais, et en fonction des résultats, vous ajustez à la baisse ou à la hausse. Quitte à vous faire vous-même un tableau spécifique à votre poste. Le manuel de mon poste MMA me dit de brancher l'électrode au plus. Parfois les manuels donnent des indications généralistes, parfois ils sont complètement à côté de la plaque. Si vous avez un poste inverter avec une borne positive et une négative, fiez-vous aux indications du paquet d'électrodes. Un tableau me conseille 70 A pour une épaisseur de 3 mm, mais ça va pas du tout, avec mon poste je suis à 90 A. Alors deux choses, la première c'est qu'aucun tableau ne peut être parfait, car la réussite d'une soudure dépend de beaucoup de facteurs. La température ambiante, les électrodes, votre vitesse d'avance, la qualité du poste à souder, le support où sont posées vos pièces, et j'en passe. Mais il arrive aussi parfois que certaines marques bas de gamme vantent une intensité max de 250 ou 300 A. Sachez qu'à une telle intensité, les postes sont normalement en courant triphasé, pour des prises 400 volts donc. La limite qu'on trouve pour une prise 230 volts monophasée, c'est généralement des postes avec une intensité de soudage jusqu'à 200 voire 220 A. Donc forcément, si la marque ment sur la capacité et annonce 250 pour une réalité de 200 A, si vous réglez à 90, il est bien possible que vous soyez en réalité aux alentours de 70 A. Si ma soudure est loupée, est-ce que je peux repasser dessus? Alors non, pour faire quelque chose de propre et solide, on prend sa meuleuse et on enlève tout pour reprendre. Si vous repassez par-dessus, c'est comme si l'épaisseur à souder avait augmenté puisqu'il y a plus de matière à fondre. Sans parler des potentiels résidus de laitier qui pourraient engendrer de la porosité ou des inclusions. Si vous avez d'autres questions sur la soudure à l'arc MMA, posez-les-moi en commentaire. Sinon, je vous serais très reconnaissant de partager cette vidéo avec quelqu'un qui peut être intéressé ou sur des groupes Facebook de bricolage, mécanique, soudure ou autre. C'est vraiment quelque chose qui m'aide et c'est grâce aux gens qui prennent 2 minutes pour le faire que je peux prendre de mon temps pour vous proposer ces tutoriels. Alors un grand merci d'avance. Deux dernières choses, vous trouverez plein d'infos et ressources gratuites pour apprendre à souder sur mon site apprentisoudeur.fr. Et pensez à télécharger la fiche récapitulative de cette vidéo qui vous guidera aussi pour trouver du matériel correct. C'est gratuit et ça donne un sens à mon travail, donc merci. Si vous voulez voir un débutant qui fait ses premiers pas en soudure et tente sa première réalisation bois plus métal, je vous conseille cette vidéo. Merci encore à chacun d'entre vous d'avoir tenu jusqu'ici et à très vite pour une nouvelle vidéo soudure.